Bonjour à tous, vous regardez Dans notre quartier, soyez les bienvenus. Comment adapter son logement à la chaleur? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Après 11 jours de canicule historique en Provence, les habitants ont retrouvé un air respirable. Mais le répit sera de courte durée puisqu'il pourrait y avoir une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine. Selon les spécialistes du climat, les vagues de chaleur vont être de plus en plus fréquentes dans les prochaines décennies. Il va donc falloir s'adapter. Ça passe par l'adaptation des habitats, des logements, mais peut-être aussi par le changement de nos habitudes, de nos modes de vie. Pour en parler, nos invités présents sur ce plateau, il y a Corinne Vezzoni, architecte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, il y a Saïd Wichou, médecin marseillais. Bonjour. Bonjour madame. Et Séverine Amat, notre spécialiste immobilier. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous regarder. C'est parti. La première partie de cette émission est consacrée au confort des habitants. Corinne Vezzoni, on l'a dit, ces vagues de chaleur, elles vont être de plus en plus fréquentes. Il faut donc d'une manière générale, d'une manière globale, repenser l'habitat. Est-ce que vous, qui êtes architecte, qui travaillez à la fois avec des particuliers, mais beaucoup de collectivités, vous avez le sentiment qu'on commence à se dire, et oui, il faut qu'on construise différemment? Oui, je pense que la prise de conscience a été faite déjà il y a quelques années, mais effectivement, certaines villes sont plus en avance que d'autres. Et fonctionner différemment, c'est déjà la part du végétal dans la ville, c'est comment l'habitat peut être adapté à ce réchauffement. Les nouvelles constructions, c'est quelque chose d'important. J'ai été architecte conseil de la ville de Lyon où on imposait des doubles orientations à tous les appartements qui se construisaient, tous les appartements neufs, permettre à l'air de circuler, donc des orientations différentes pour pouvoir avoir un air qui traverse les logements. C'est une chose assez simple, mais ça permet la nuit de rafraîchir, de ventiler. Et évidemment, la question du matériau qui est cruciale puisque il y a des matériaux plus isolants que d'autres, il y a des matériaux plus naturels que d'autres, il y a des matériaux plus locaux que d'autres. Et toutes les villes ont fait traditionnellement avec ce qu'elles avaient sur place. Toutes les villes faisaient avec la pierre et les carrières qu'ils avaient sur place, avec les bois qu'ils avaient sur place. Et on a perdu cette simplicité d'usage. Ici en Provence, il y avait une maison, ce qu'on appelle le mas provençal, qui à l'époque était faite d'une certaine manière pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop froid l'hiver, mais pas trop chaud Absolument. l'été. Je vous propose qu'on en parle avec Justine Cazot. Justine, parlez-nous de cette maison. Oui, pendant des siècles, dans le sud de la France, la maison typique, c'est le mas provençal. C'est la maison traditionnelle en Provence. Et il faut savoir qu'à l'origine, c'est une maison où vivent des familles paysannes, parfois même jusqu'à plusieurs générations à l'intérieur. Une maison avec des caractéristiques bien précises, Justine. Oui, d'abord par sa forme, on le voit tout de suite, elle est rectangulaire et même très allongée. Ensuite, ces murs qui sont épais, 50 cm, avec des pierres locales et avec une spécificité en été, c'est d'absorber lentement la chaleur du jour, puis la restituer ensuite pour la nuit. Ensuite, en hiver, elle conserve la chaleur qui est produite à la fois un petit peu par le soleil, mais surtout par le foyer. Et cette forte inertie thermique, eh bien, elle va permettre de maintenir tout au long de la journée une température relativement stable. Tout ça sans climatisation ni chauffage. Ensuite, il y a les ouvertures, on le voit sur ces fenêtres. Elles sont plus petites que la moyenne. Tout ça pour qu'il y ait moins de perte de chaleur en hiver et moins d'entrée de chaleur en été. Et enfin, les volets sont en bois car cela permet de moduler l'ensoleillement tout au long de la journée. Il y avait aussi des toitures plus adaptées. Oui, les toits étaient couverts en tuiles canal en terre cuite. Ce sont des tuiles bien spécifiques qui sont propres à la chaleur, qui résistent bien et qui permettent surtout une bonne ventilation depuis l'intérieur. Elles évacuent également les pluies méditerranéennes que l'on connaît et qui peuvent parfois être violentes. Qu'en est-il des sols, les fameux sols provençaux, Justine? Bien, vous l'avez constaté, dans de nombreuses maisons provençales, il y a les taumettes que l'on retrouve au sol ou bien tout simplement de la terre cuite. Alors, ce n'a pas seulement une fonction esthétique, cela permet aussi d'augmenter l'inertie globale du bâtiment. Le sol reste tout simplement frais lorsque les journées sont chaudes et en hiver, c'est l'inverse qui va se produire. La chaleur y est stockée et on le rappelle, il y a 200 ans en arrière, il n'y avait ni chauffage moderne comme on les connaît aujourd'hui, ni climatisation. Corinne, selon vous, comment on a oublié cette maison? Pourquoi on s'est mis à construire différemment? Est-ce que c'est une question de prix? Alors,
Je pense que c'était une question de facilité. Dans les 30 glorieuses, il y a eu l'avènement du pétrole pas cher et tout a été permis. On a pu se permettre d'aller s'installer en périphérie des villes très loin, puisque le pétrole étant peu cher, on avait des voitures qui pouvaient nous amener à notre résidence et aller travailler en cœur de ville ensuite. Donc ça a créé des lotissements en périphérie des villes qui se sont étalés. Ça a créé des zones commerciales beaucoup plus loin du cœur de ville et puis, on pouvait chauffer et climatiser à moindre coût, ce qui a généré des tours en verre, de l'habitat très largement ouvert, peu isolé. Donc tout ça, c'est parce que c'était peu cher. Donc ces questions-là, maintenant, on se les pose et on se dit, là, il faut arrêter. Il faut arrêter cette manière de penser, parce que d'ailleurs, on voit que l'énergie est coûteuse maintenant. Et donc, comment économiser l'énergie? Comment faire avec ce que les hommes ont toujours su faire depuis l'Antiquité, éternellement, et qu'ils ont perdu en un siècle. En gros, on a perdu cette évidence, cette manière de faire avec ce que la nature nous offrait, l'épaisseur dont vous avez parlé, la question de l'épaisseur, la question de savoir bien s'orienter, se protéger du vent dominant, se protéger du soleil, et puis aussi comment utiliser nos sols, comment utiliser la terre. On le voit dans tous les pays méditerranéens aussi, avec ces restants qui captent les eaux de pluie, qui conservent l'eau, qui conservent les terres, et tout ça qui amène une fraîcheur forcément. Et on plante, ça permet de planter. Donc tous ces sujets sont des sujets éternels et qu'on a oubliés. Qu'on a oublié et que peut-être les gouvernements successifs ont oublié. On sent bien que les différents gouvernements se sont affairés sur le côté passoire thermique, mais peut-être un peu moins sur le côté bouilloire thermique. On a fait en sorte qu'on ait moins de logements où il fasse très froid, mais peut-être pas fait en sorte qu'on ait moins de logements où il fasse très chaud, Séverine. Pendant des décennies, on a construit en fait contre le froid, sauf qu'aujourd'hui, on doit apprendre à construire contre le chaud. On a des plans grand froid, mais on n'a pas un plan grand chaud. Et ça, aujourd'hui, le confort d'été, c'est un élément que le gouvernement doit prendre en considération dans son plan relance. Et c'est un sujet qui est hautement d'actualité ces derniers temps. Parce que la chaleur provoque des morts. En 2025, on a comptabilisé près de 6000 morts. Le docteur à nos côtés peut-être interviendra sur ce sujet. Mais le constat, il est le suivant, c'est qu'un bâtiment sur deux aujourd'hui, soit près de 10 millions de bâtiments en France, ne lutte pas contre la chaleur. On a très bien lutté, et la politique de rénovation aujourd'hui a lutté contre le froid, en captant la chaleur, en faisant en sorte que la chaleur de l'extérieur rentre et lutte contre le froid. Mais en fait, en période de chaleur, cette chaleur que l'on garde pour lutter contre le froid l'hiver se transforme en thermos et fait qu'aujourd'hui, 10 millions de logements ne luttent pas contre la chaleur, et un logement 9 sur 10 n'est pas en mesure non plus, construit récemment, n'est pas en mesure non plus de lutter contre la chaleur. Ça donne ce chiffre que l'on va voir. Si on prend le chiffre à l'envers, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés à ces périodes de canicule. Corinne, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai qu'il y a eu une bonne période où la question de l'isolation ne s'est pas posée. Effectivement, vous avez raison, la chaleur a posé moins de problèmes que le froid, et les choses s'inversent. Je pense que quand même, on a des outils et des atouts qui nous permettent. J'ai réalisé récemment un lycée où, en s'installant dans la topographie. C'est le lycée Simone Veil. C'est le lycée Simone Veil. À Marseille. Voilà, qui s'installe dans la pente et qui permet d'être encastré dans la terre. Chaque restant qui est bâti est encastré dans la terre et on bénéficie de la fraîcheur de la terre. Il n'est pas du tout climatisé et il est frais parce que on utilise tout simplement la terre est plus fraîche que l'air l'été et inversement l'hiver d'ailleurs. Donc c'est très utile et on peut faire ce qu'en Méditerranée on faisait depuis très longtemps, ce qu'on appelle des puits canadiens, c'est-à-dire qu'on va chercher en profondeur la fraîcheur de la terre par des systèmes de canalisation qui vont circuler dans le bâtiment et c'est une énergie gratuite. Ce lycée Simone Veil que vous avez conçu, c'est un lycée qui est non climatisé. L'un des enjeux aussi de ces nouvelles constructions, c'est la réduction du coût de l'énergie. Quand l'on entend dire par certains politiques qu'il faut installer la clim dans les écoles, etc. Quel regard vous portez sur ça?
Beaucoup disent c'est pas forcément la bonne solution Non, d'installer des clims partout. Vous êtes pour ou contre la clim? Je ne suis pas contre la clim, mais je pense qu'on peut l'éviter. Et plus on l'évite, moins on consomme d'énergie, moins on restitue du chaud aussi, parce que la clim quand même restitue de la chaleur. Et je pense que Il y là a aussi, des effets de serre. mais aussi. bien sûr, mais bien sûr. Et puis ne serait-ce que la production aussi Ouais. du matériel et l'entretien. Donc il y a tous ces sujets-là. Mais la vraie question à se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, en pleine politique de la rénovation pour faire de nos logements des boucliers contre le froid, on est à même aussi maintenant d'intégrer une facture pour rénover et faire en sorte que ce soit des piliers contre le chaud? C'est ça en fait la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui le propriétaire d'un logement va avoir les moyens pour lutter à la fois contre le froid et contre le chaud? Parce qu'on sait qu'une passoire thermique est aussi, et c'est là tout le paradoxe, une bouilloire thermique. Oui. Ça, c'est une vraie question. Peut-être des informations pratiques pour ceux qui nous regardent aujourd'hui en Provence, qui ont extrêmement chaud dans leur intérieur, qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter une climatisation. Est-ce qu'il y a des techniques simples liées à l'habitat qui refroidissent de quelques degrés l'intérieur? Qu'est-ce que vous préconisez? Des travaux à moindre coût? Travaux. Évidemment, la base, c'est l'isolation quand même. Lorsque des façades absorbent la chaleur et la restituent à l'intérieur, c'est problématique. Donc, c'est comment isoler et éviter que la chaleur traverse. Mais des choses toutes simples que tout le monde sait, je pense, c'est savoir ouvrir la nuit, ventiler, rafraîchir et refermer la journée les baies et ne pas exposer de vitrage à la chaleur. L'importance des volets. Voilà, l'importance des volets. Donc, si on n'a pas de volets, il y a des films qu'on peut appliquer sur les vitrages. Il faut protéger le vitrage parce que c'est lui qui est vraiment le vecteur premier de cette chaleur-là. Et après, évidemment, si on a un peu plus de moyens, c'est comment on isole. Vous l'avez dit. On en vient à la troisième partie de cette émission. Ces fortes chaleurs qui augmentent, c'est aussi un enjeu de santé publique. Docteur, on va en parler avec vous parce que, évidemment, la chaleur, quand on ne sait pas vivre avec la chaleur, c'est plutôt mauvais pour le corps. La preuve avec ce chiffre, plus 30% d'augmentation des appels au SAMU en PACA, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette dernière semaine. Rappelez-nous très brièvement les risques liés à la chaleur. Alors, que les gens déjà appellent le SAMU ou le centre 15, c'est déjà très bien, on doit s'en féliciter. C'est que les gens sont conscients d'un danger et qu'ils appellent au secours. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut, le message à faire passer au niveau de la population. Quand il y a un souci, déjà, de faire le centre 15, de ne pas rester chez soi, parce que effectivement, la chaleur, pour nous, c'est un défi. La canicule est un défi. Nous n'avons pas les équipements nécessaires pour répondre à toutes les demandes. D'ailleurs, vous voyez bien qu'actuellement, nous sommes obligés de déprogrammer dans les hôpitaux et les cliniques certaines opérations pour pouvoir accueillir les personnes victimes de la canicule. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Vous dites victime de la canicule, alors, on risque, d'abord, la canicule, il y a plusieurs stades, mais bon, le premier, c'est qu'on se déshydrate. Déjà, il fait chaud, il y a une déshydratation. On a soif, on a chaud, et voilà, et on est très fatigué, on peut avoir des vertiges, on n'est pas bien. Alors quand on est jeune, c'est pas trop grave, mais quand on est âgé, ou un nourrisson, quelqu'un qui a un problème de santé comme le diabète, ça peut être embêtant. Et le stade d'après, et l'urgence absolument, et là où il faut vraiment appeler le centre 15, ce sont les coups de chaleur. En fait, l'organisme voit la température augmenter à 40 degrés. On a très chaud et on commence à avoir des troubles de la conscience, on commence à être épuisé. Et là, c'est une urgence parce qu'on peut avoir des complications rapidement, en particulier cardiaques et rénales. Et là, c'est une urgence vitale. On ne peut pas faire baisser la température nous-mêmes, voilà. Il faut forcément s'adresser à un professionnel. Quand on arrive à ce stade du coup de chaleur, c'est une urgence vitale, il faut absolument appeler le centre 15. Mais effectivement, les stades d'avant, quand on est fatigué, moi je le vois à mon cabinet ces derniers jours, les consultations, les motifs ont un petit peu changé, où des gens viennent justement parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont des vertiges, parce que des patients qui ont des traitements des maladies chroniques et on doit être vigilant. Et l'erreur, c'est de croire aujourd'hui que la canicule est un fait exceptionnel. Non. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on apprenne à vivre avec ça. Ça revient. Il va falloir mettre en place des programmes pour répondre, à déclencher immédiatement dès qu'on a la canicule et non pas d'attendre justement d'avoir les pieds dedans pour commencer à essayer de faire avec les moyens du bord. Nous, médecins, nous ne sommes déjà pas assez nombreux pour répondre à la demande des
patients, mais qu'on l'a vu avec le Covid, on l'a vu à chaque fois qu'on est un peu déstabilisé, qu'il y a une urgence, ça nous perturbe. Alors on fait ce qu'il faut pour répondre à la demande, mais il faut des moyens beaucoup plus importants pour qu'on puisse répondre aux urgences liées justement à la canicule. On va revenir dans un instant sur les signes qui doivent alerter lorsqu'on est chez eux, à quel moment ça devient dangereux en termes de température, mais peut-être une petite parenthèse à tous les deux. On est ici dans le sud de la France avec des températures qui ont dépassé les 30 degrés. On va penser à nos voisins africains. On pense au Maghreb ou à l'Afrique subsaharienne avec des températures bien plus élevées et finalement des personnes qui résistent beaucoup mieux que nous. À quoi c'est dû médicalement parlant, et puis en termes de logement, peut-être vous entendre sur ce côté-là tous les deux, docteur. Bien. Parce que là-bas, on imagine qu'à 40 degrés, dans tous les médias, on ne parle pas de canicule et de dangerosité. Non, parce que la population s'est adaptée, parce qu'elle sait... c'est génétique ou c'est un mode de vie? Non, c'est un mode de vie, on s'adapte. Par exemple, on ne va pas sortir aux grandes chaleurs, on va rester à la maison. L'habitat, vous en parlerez certainement, est fait en sorte d'abord, parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Des fois, vous rentrez dans une maison, c'est pas climatisé, il fait frais, les murs sont épais, c'est bien isolé. Donc l'habitat, la population s'est adaptée à ces hausses de température. Je ne dis pas qu'il n'y ait jamais eu de problème, mais les gens ont conscience, justement, c'est rentré dans la vie des gens, ils ont conscience des dangers, et en général, ils évitent en amont. Ce n'est pas génétique, mais c'est une question d'adaptation de l'organisme. Voilà, absolument. Oui, bien sûr, on va s'adapter, mais il faut mettre en place, d'abord, il faut une prise de conscience de savoir que la canicule, c'est un danger, et qu'il y ait une prise de conscience et du citoyen et du politique. Corinne, comment ça se fait qu'on a moins chaud au Sénégal, au Maroc ou bien en Algérie? Alors, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait juste. Ils se sont adaptés et ils ont fait avec. Il me semble que, alors plutôt au Maghreb, moins au Sénégal, mais quand même, il y a la question de l'habitat organisé autour du patio, en cœur de l'habitat. Le jardin se trouve au milieu, la fraîcheur se trouve dans le cœur, avec la fontaine très souvent, l'apport d'eau, et les maisons sont assez hermétiques finalement, souvent en terre d'ailleurs quand on est dans pas mal de ces pays, et la terre est un matériau formidable par rapport à la chaleur, et formidable parce qu'en plus on l'a sur place, on fait avec ce qu'on a sur place, et c'est cette intelligence du lieu aussi. Alors je pense aussi que par exemple les médinas, il y a aussi le fait qu'on se resserre, on se tient les uns les autres pour pas laisser pénétrer la chaleur dans ne pas ouvrir trop à des points d'accès à la chaleur. Et c'est plutôt les cœurs d'îlots dont je parlais, où il y a de la fraîcheur. C'est souvent à l'ombre, ce cœur d'îlot. Il y a l'eau et la végétation, souvent des orangers ou autre chose. Et également, les rues dans les médinas sont couvertes. C'est-à-dire qu'il y a des grandes tentures, des canisses, des tissus tendus qui recouvrent beaucoup de rues des médinas, qui permettent d'apporter de l'ombre et qu'on peut enlever l'hiver lorsque on a besoin de soleil. Donc il y a aussi cette question de comment on abrite l'espace public. Je rajoute juste une chose aussi, c'est que la famille est organisée en sorte que, par exemple, les personnes âgées ne sont pas isolées, ne sont jamais isolées. Donc, on a ses parents, ses grands-parents sous la main. Donc, ici, le problème aujourd'hui, la majorité des décès, j'ai vu qu'il y a en quelques jours un millier de décès, 80% des gens ont plus de 65 ans. Donc, les personnes isolées est un risque majeur, chose qu'on ne voit quasiment jamais dans les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique en général. Il y a une solidarité, il y a une assistance aux personnes âgées qui n'est pas négligeable. On rappelle qu'il y a des CCAS un peu partout dans les villes, notamment à Marseille, pour lutter justement, un numéro que l'on peut appeler pour lutter contre l'isolement, parce que la chaleur, ça crée aussi de l'isolement, ça crée aussi des inégalités sociales en termes d'habitat. On sait que les quartiers populaires sont surexposés parce qu'il y a beaucoup de béton, il y a plus d'îlots de chaleur. Donc il faut prendre tout ça en compte. Ça crée aussi de l'angoisse. Il y a ce phénomène que l'on voit apparaître qui s'appelle la thermophobie, c'est la peur de la chaleur. Alors il y a le côté médiatique, on en parle beaucoup, le côté finalement on n'est peut-être pas ici habitué tant que ça, en tout cas à ces canicules extrêmes en Provence, ça peut créer beaucoup d'anxiété et on a remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont regarder de manière anormale la météo, qui vont faire très très attention à ce qu'il se passe dans leur corps, et ça aussi il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême. D'où ma question, docteur, quels sont les signes qui doivent alerter? À partir de quel moment
moment c'est dangereux? Moi, j'ai une quarantaine d'années, je n'ai pas la climatisation chez moi, je vis au dernier étage, donc il fait très chaud. Est-ce qu'il y a un moment où je dois m'inquiéter ou finalement je suis en bonne santé, je ne risque rien? Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors d'abord, il y a des choses qu'il faut faire pour éviter justement d'arriver dans les complications. Donc il faut prévenir la déshydratation. Donc dès qu'il fait chaud, il faut boire régulièrement. C'est 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Même quand on n'a pas soif, paraît-il. Alors il ne faut pas attendre d'avoir soif. Quand on a soif, il y a déjà C'est là où on est déshydraté. il y a déjà une alerte déjà quand on a soif. Donc il faut boire régulièrement. Attention. Pour certaines personnes âgées ou certains malades, il ne faut pas boire beaucoup d'eau. Attention, il ne faut pas aller au-delà de 2 litres, 1,5 litre des fois. Ça peut avoir des complications. Bon, le médecin de chacun pourra conseiller pour les cas particuliers. De manière générale, on boit beaucoup d'eau et surtout, on va manger des fruits, des aliments riches en eau, fruits, légumes, et parce qu'il faut aussi apporter des minéraux à l'organisme, puisque quand on transpire, on perd de l'eau, mais on perd aussi du sel, on perd des minéraux. Donc il faut des minéraux, c'est pour ça qu'il faut varier aussi ses apports hydriques. Je vous rappelle juste que quand vous allez dans le désert, les Touaregs, quand ils ont soif, ils boivent du thé chaud. Donc on ne s'hydrate pas. Je rappelle ça parce que moi je vois des personnes arriver, ils ont mal à la gorge parce qu'ils boivent glacé. Ils pensent qu'en buvant glacé, on se désaltère plus vite. C'est une erreur. Il faut boire donc du thé par exemple, chaud ou froid comme on veut. Donc il ne faut pas hésiter à s'hydrater avec du thé. C'est vraiment important de varier ses apports hydriques à chaque fois qu'on se sent là. Alors de là la thermophobie, en fait, bon, ce n'est pas un terme médical, donc là c'est plutôt un terme qu'on entend sociétal. Sociétal et puis rapporté par les médias, mais c'est une anxiété en fait. Maintenant, il y a un danger, on a les gens conscients qu'il y a un danger, il y a un risque, on vient des morts, donc les gens ont raison d'avoir peur puisqu'il y a un danger. Donc c'est à nous de leur expliquer que le danger existe, mais le danger aussi, il est évitable. C'est très important. On peut éviter le danger. Si on est âgé, bien sûr qu'il ne faut pas rester isolé, bien sûr qu'il faut boire, bien sûr qu'il faut voir son médecin traitant, son voisinage. Quand on est jeune, on a moins de risques, mais il faut aussi éviter de sortir, d'aller faire du sport à midi. Il y a certaines heures où il ne faut pas aller sortir à l'extérieur. Il faut éviter, il faut adapter. C'est là où on parle d'adapter son comportement. Il faut éviter les boissons alcoolisées, par exemple. On se désaltère avec de l'eau. Les sodas ne désaltèrent pas. Donc le coup de je bois du coca, j'ai plus soif, c'est faux, c'est archi faux. 20 minutes après, on a très soif. Et donc c'est tout un comportement qui permet en fait qu'on doit faire passer le message pour les gens, pour leur expliquer. En adoptant un certain comportement, on peut éviter. La peur n'est pas du tout raisonnable dans ces cas-là. Le danger est évitable. Il faut écouter son médecin, écouter son entourage et savoir qu'il y a un risque, mais le risque, on peut complètement l'éviter. Vous parlez tout à l'heure de ces populations qui se sont adaptées. On a vécu une première canicule de 11 jours en Provence avec des températures qui ont largement dépassé les 30 degrés. Une deuxième vague forte de chaleur est prévue la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut s'adapter à court terme? C'est-à-dire, est-ce qu'entre la première et la deuxième, finalement, notre corps s'est déjà un peu adapté? Il va mieux supporter la deuxième vague de chaleur? On se prépare, il faut se préparer à la canicule. Il ne faut pas être arrivé fatigué, épuisé. Donc, éviter, comme je disais, d'avoir des activités physiques. Il faut aussi s'adapter quand on travaille à l'extérieur ou sur les toits. C'est très dangereux et puis on est exposé à beaucoup de chaleur. Donc, il y a aussi des métiers où il faut s'adapter, adapter les horaires de travail. On s'y prépare, hein, tout simplement. Quand on sait que, donc c'est bien relayé de toute façon dans les médias, on sait que la canicule arrive, on ne va pas prévoir une sortie dans les calanques les jours de la canicule, par exemple. Une randonnée à 14h. Voilà, la randonnée à 14h. Voilà, avec les enfants, non. Il faut avoir aussi un comportement responsable. Et voilà, c'est préparer aussi, c'est de prendre conscience du danger et comment on peut l'éviter. Mais on peut l'éviter, c'est la bonne nouvelle. Séverine, pour terminer. Pour terminer, il faut dire que cette bataille contre le chaud, elle n'est pas uniquement et elle ne repose pas uniquement sur les logements. Aujourd'hui, 80% du parc des logements est le même que les logements en 2050. La bataille contre le chaud interviendra aussi dans la rue. C'est-à-dire que les politiques aujourd'hui doivent se poser la question de comment construire ces rues, ces espaces urbains pour anticiper, capter la chaleur, capter la pluie aussi, l'eau, et faire en sorte qu'à l'extérieur, ce soit aussi clément
autant qu'à l'intérieur. C'est ça la réalité. Éviter le tout béton. Et dire aux politiques, Marseille a besoin, on en trouve, mais on n'en peut-être pas assez, des fontaines dans la voie publique pour qu'on puisse boire tout simplement dans la rue. On n'est pas obligé d'aller dans un café. Donc nous avons besoin à Marseille d'avoir des fontaines dans la rue. Et plus de végétal, on confirme que peut-être un mot sur Marseille et Toulon en termes de végétalisation d'îlots de fraîcheur. Vous les positionnerez comment par rapport au reste de la France ? Toulon est beaucoup plus en avance que Marseille. Toulon a planté depuis déjà une vingtaine d'années et a amorcé une politique de plantation extrêmement importante, une couronne verte qui traverse la totalité de la ville et qui permet à tous d'avoir un accès très proche à cet espace végétal. C'était pour Capitale européenne de la culture en 2013 et le concours était en 2011 et j'avais fait une proposition de planter la totalité du quai de la mairie qui est très large, qui est 3 fois plus large que le quai de Rive-Neuve qui est en face, pour une raison simple, parce que c'était un quai qui était un quai de travail, et de l'autre côté, de tout le temps, à travers l'histoire de Marseille, ça a été la dualité entre ces deux quais. Le clergé, les notables se trouvaient du côté derrière la mairie, du panier, et de l'autre côté, c'était les arsenaux, c'était les boîtes de nuit, c'était les lieux de la mafia. Et donc cette dualité m'a paru intéressante, et j'ai proposé de planter très largement 3 rangées de grands arbres sur le quai de la mairie qui permettent d'abord d'apporter de la fraîcheur et l'ombre d'un arbre. Je pense que c'est la plus belle des ombres, de retrouver peut-être de la terre à certains endroits qui permettent d'absorber et d'offrir pour toutes les terrasses de ces restaurants un abri tout simple sous les arbres plutôt que de venir s'entasser au pied de Pouillon qui a perdu toute cette vocation de promenade sous les arcades puisque tout le monde les a colonisés. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Corinne Vezzoni, architecte, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Docteur Huichou également, un grand merci. Et Séverine Amat, la même chose. Et surtout à vous, merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var. L'information se poursuit. À très vite.